Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de mon podcast Au fil des mots, un podcast de philo dans lequel je réfléchis à une question dans chaque épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'expression de soi et plus particulièrement de l'expression de ce qui se passe en nous, parce que pour un bon nombre d'entre nous, il s'y passe beaucoup de choses, mais la question c'est est-ce qu'on est capable de l'exprimer et si oui, de quelle manière? Alors avant la question de possibilité, c'est celle de la volonté. Certaines personnes préfèrent garder leurs réflexions, leurs ressentis pour elles-mêmes. Cette possibilité dépend donc premièrement de notre volonté. Si on a la volonté de les partager, alors seulement on peut se demander si c'est possible. Mais une autre question à se poser, quand on partage ce qui se passe en nous, est-ce que l'autre, celui à qui on s'adresse, peut le comprendre? Parce qu'à quoi bon partager si notre interlocuteur est hermétique ou n'arrive pas à comprendre, même avec toute la bonne volonté du monde? En effet, nous n'avons pas tous la même sensibilité et donc pas forcément la capacité de comprendre les sentiments de l'autre. Moi maintenant, c'est basé sur les arguments de quelqu'un de plus expert en la matière, c'est-à-dire Adam Smith, qui était un philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle. Dans Théorie des sentiments moraux, il écrit que chacun est sensible au bonheur ou au malheur d'autrui. Pour lui, la sympathie, qui se rapproche donc de l'empathie et de la compassion, est naturelle et universelle. A priori donc, aucun souci, puisqu'on est sensible aux sentiments des autres grâce à cette caractéristique naturelle. Mais le problème, c'est qu'on ne peut être empathique ou compatissant que par le biais de l'imagination, en transposant les sensations de l'autre sur nous-mêmes. On est obligé de s'imaginer à la place de l'autre, d'imaginer les sensations de l'autre sur soi, car aucun pouvoir ne nous permet de ressentir directement la souffrance de l'autre. Donc le partage des sentiments est incomplet, c'est là le caractère imparfait de la sympathie. On est toujours en grande partie spectateur de la souffrance d'autrui. Jean-Jacques Rousseau, lui, il écrit dans Émile, dans le livre 4, que la pitié, qui est pour lui donc la répugnance à voir souffrir autrui, est un sentiment naturel, inné. Toutefois, une part d'acquisition est nécessaire. On développe la pitié notamment par l'éducation, qui doit servir à faire grandir notre cœur et donc l'empêcher de se resserrer, c'est donc le fait de devenir insensible. En résumé, si on possède tous en nous la capacité de comprendre ce que ressent l'autre, on a tout de même besoin de notre imagination et d'une éducation pour réellement comprendre et s'identifier à autrui. Et puis même en étant sûr que notre interlocuteur comprendrait, le blocage se situe souvent avant. En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à l'expression. Certains individus s'expriment sans difficulté ni gêne, tandis que cela sera beaucoup plus difficile pour d'autres. Si la difficulté à partager ce qui se passe en nous est insurmontable, le corps peut s'exprimer à notre place, d'abord par les larmes ou des tremblements, puis par d'autres changements sur le long terme. C'est donc un signal qu'il est temps de parler, qu'on n'est plus capable de supporter la charge mentale, qui va donc se traduire par des changements physiques. Donc une prise, une perte de poids, de l'acné, etc. Ce renfermement peut aussi avoir des répercussions psychologiques qui sont visibles pour les autres. Par exemple, le développement d'une phobie causée par un traumatisme ou encore totalement différent, un changement radical de style. Évidemment, le but, ce n'est pas d'attendre que notre corps expulse ce qui se passe en nous, parce que c'est bien souvent désagréable, incontrôlable, voire dangereux. Mais lorsqu'on a envie de partager nos pensées et sentiments, comment le faire? Pour beaucoup, ce n'est pas une tâche aisée, ça demande beaucoup d'efforts, même si le besoin se fait grandement sentir. On peut en effet être confronté à une difficulté. Les mots ne suffisent parfois pas pour exprimer une tristesse infinie, une joie intense ou une colère bouillonnante. Nos pensées, ressentis, sentiments et émotions dépassent bien souvent la parole et le langage en général. Rousseau nous explique dans son essai sur l'origine des langues que l'homme ressent le désir ou le besoin de communiquer ses sentiments et pensées aux autres humains. Il utilise pour cela les sens, et plus précisément deux moyens, le geste et la parole. Selon lui, le geste va être donc immédiat par le toucher et médiat par la vue, donc quand on voit quelqu'un faire un mouvement. Et le geste va permettre aussi de rendre l'imitation plus exacte, et il permet notamment d'exprimer l'amour. La parole, quant à elle, sert, d'après Rousseau, à émouvoir le cœur et enflammer les passions. En effet, on est beaucoup plus ému par un discours que par les gestes, puisque la parole suscite mieux l'intérêt. Pour Rousseau, donc, la parole est le moyen le plus efficace pour s'exprimer. Mais si on a du mal à s'exprimer, notre comportement physique, nos gestes ou nos manies inconscientes peuvent permettre à autrui de comprendre ce qu'on ressent. Mais pour cela, il faut bien connaître la personne qui est face à nous parce que les inconnus n'ont presque aucune chance de déceler nos émotions par nos gestes. Et puis même si ça peut donner une vague idée de notre état, notre interlocuteur ne devinera pas précisément ce qu'on aimerait lui communiquer. Revenons-en donc au langage. Contrairement à Rousseau,
Le philosophe français Henri Bergson est bien loin de penser que le langage soit un moyen idéal pour s'exprimer. Il écrit dans son ouvrage Le Rire que chaque chose porte un nom et que cette association d'un élément à un mot nous empêche de voir ce qu'est réellement la chose. On s'en tient à son nom, elle est donc dissimulée derrière une étiquette en quelque sorte. C'est le même fonctionnement pour nos états d'âme. On ne peut pas transmettre en un mot toute l'expérience, la nuance et l'intimité d'un sentiment ou d'une pensée. La perception de nos états d'âme est limitée par le langage donc. Les mots sont impersonnels et ainsi nos propres sentiments perdent toute leur individualité et leur intimité. Par exemple, si je dis que je ressens de la joie, ça ne veut finalement pas dire grand-chose puisque la joie, elle est différente pour chacun et elle comporte d'innombrables nuances. L'idée de Bergson, c'est que seule la sensibilité artistique permet de réellement transmettre ce qui est habituellement inexprimable. Selon lui, le langage, c'est un outil imparfait et limitant. Et l'art serait donc un meilleur moyen d'exprimer notre intériorité. L'art a cette particularité qui fait que contrairement à un discours oral, on n'est pas obligé de le destiner à quelqu'un. Parce que si on y réfléchit bien, souvent ce n'est pas tant le fait d'avoir une réponse à nos cris, mais la possibilité d'alléger ce poids, de nous soulager, qui nous pousse à nous confier. Plusieurs formes d'art permettent donc de partager ce qui se passe en nous, parfois plus facilement qu'avec les mots. On a la poésie qui utilise quand même les mots, mais permet de s'exprimer sans s'adresser à quelqu'un en particulier. On peut parler de nos expériences intérieures à l'aide de métaphores, accentuer tel ou tel sentiment grâce à des figures de style, ce qui peut permettre de mieux se faire comprendre, de mieux exprimer et transmettre nos ressentis au lecteur. La musique, le chant, la danse, la peinture transmettent bien souvent des émotions, racontent une histoire, parfois intérieure, que le spectateur comprend grâce à des paramètres tels que les couleurs, les expressions du visage, la mélodie, les instruments de musique utilisés, etc. On peut prendre l'exemple de l'expressionnisme dans la peinture. Ce courant artistique ne concerne pas seulement la peinture, mais c'est à cet aspect qu'on va s'intéresser, et plus particulièrement donc à l'expressionnisme de Kandinsky. Le but de ce courant artistique, c'était de provoquer une réaction émotionnelle chez le spectateur, bien souvent par des visions angoissantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Chez Kandinsky, on retrouve des œuvres abstraites, très colorées et lumineuses, et il est persuadé en fait que les émotions peuvent être transmises à travers les formes et les couleurs. Donc, dans son ouvrage intitulé Du spirituel dans l'art, il affirme que la couleur provoque et fait passer les émotions. On retrouve alors la froideur du bleu, la chaleur et l'agressivité du jaune, la force, l'énergie et la fougue du rouge vermillon ou encore le silence du blanc. Il contraste et oppose les couleurs dans ses œuvres et d'après lui, c'est cela qui provoque réellement l'émotion des spectateurs. On peut mobiliser un autre exemple, dans la musique cette fois. Le groupe américain Sleeping Atlas a composé un album, Atlas, composé de 9 titres numérotés correspondant chacun à un des 9 types énéagrammes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'énéagramme c'est un outil psychologique composé de 9 types de personnalités. Il est possible de trouver des tests sur internet pour découvrir quel est notre type énéagramme. Mais ce qui est fascinant dans l'album Atlas, c'est que chaque titre est supposé toucher et émouvoir les personnes du type énéagramme correspondant. Beaucoup ont été bluffés par le résultat et moi la première. Je vous invite à aller écouter cet album et faire le test Enneagram pour savoir quelle musique est censée vous émouvoir le plus. Ces exemples artistiques nous montrent bien qu'il est possible de transmettre et d'imprimer chez l'autre des émotions et sentiments, de transcrire une émotion, faire passer par l'art pour qu'elle touche quelqu'un d'autre. Et on peut donc partager nos émotions intérieures par différents moyens, parfois même sans utiliser la parole ou le langage. Mais la compréhension de ces expériences dépend aussi du spectateur. Si on a une sensibilité artistique, il peut être plus simple de s'exprimer, mais le fait d'être sensible nous fait aussi ressentir les émotions plus intensément et plus souvent. C'est donc à double tranchant. On serait donc amené à composer une musique, une chorégraphie, peindre, dessiner, écrire un poème, une chanson ou même un livre pour se soulager ou laisser s'exprimer nos émotions, positives ou négatives. Mais il existe d'autres moyens d'expression de soi qui ne nécessitent pas de talent particulier, plutôt de sensibilité particulière à l'art, comme l'écriture d'un journal intime par exemple. Chacun peut trouver le moyen qui lui convient le mieux pour exprimer ce qui se passe en lui, que cela passe par la communication directe avec un interlocuteur, s'il est capable et volontaire pour nous aider, ou bien une expression plus libre, sans interlocuteur. On peut opter pour l'utilisation du langage, qui, comme on l'a dit, ne retranscrit pas parfaitement ce qu'on ressent. Ou bien on peut passer par une pratique artistique qui apparaît finalement comme le meilleur moyen
d'exprimer son intériorité, quoique nécessitant une certaine sensibilité artistique, que le but soit de s'exprimer, de se soulager ou encore de faire ressentir nos émotions aux spectateurs de l'œuvre. Mais on pourrait tout de même se poser une question, comme le dit Géraldine Mosna-Savoie dans Carnet de philo de France Culture. Est-ce qu'on fait bien de vouloir toujours décrire et expliquer l'indescriptible et l'inexplicable? En effet, on essaie tellement de trouver une explication et de mettre des mots sur toutes ces sensations qu'on ne peut décrire, qu'on ne vit pas pleinement la sensation et qu'on la laisse disparaître. Je vous invite d'ailleurs à écouter les carnets de philo de Géraldine Mosna-Savoie qui sont toujours très intéressants. Le questionnement que j'ai repris est issu de l'épisode La sensation indescriptible des beaux jours, si vous êtes intéressé par le sujet. Donc je disais finalement, on cherche à exprimer nos sensations, mais est-ce que c'est toujours utile et pertinent? Après tout, on ferait peut-être mieux de contempler nos émotions de l'intérieur sans essayer de les retranscrire. Et c'est avec ce questionnement que je vous laisse aujourd'hui. Vous pouvez exposer votre point de vue sur Spotify en répondant juste en dessous du titre de l'épisode. Je serai ravie de lire vos réponses. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.